Bonjour à tous, bienvenue sur New York Giants FR et nous sommes ravis que la team de Washington est une équipe de football car grâce à eux nous en sommes à 2 victoires dans cette saison. Je ne sais pas ce qu'on ferait sans eux, en tout cas Daniel Jones est extrêmement heureux également puisque quasiment toutes ces victoires viennent de Washington. Moi c'est Plaque, je suis avec Thiergo. Comment vas-tu après cette victoire, Thiergo ? Ah bah écoute, ça va forcément bien, toujours ravi d'être là pour notre petit rendez-vous du lundi soir afin de faire un debrief du match d'hier et aussi de celui de la semaine dernière vu qu'on n'a pas eu l'occasion de faire un podcast. On va en parler effectivement rapidement. C'était tendu du slip hier, j'ai failli casser ma télé 3 fois. Ça s'est finalement bien terminé. D'ailleurs, le premier match contre les Redskins aussi, Washington, était aussi tendu. Hein. De toute façon, tous nos matchs sont tendus finalement en ce moment, que l'on gagne ou que l'on perde, c'est tendu. Ça change pas. Ouais, en fait, quand tu vois les événements, tout ce qui s'est passé pendant le match, le déroulement, tu pourrais croire en fait à un match de deux powerhouses qui se sont battus jusqu'à la fin. Non, en fait, ce sont juste les deux équipes, les pires équipes de la ligue, qui se battent pour perdre. Et à ce jeu-là, les Redskins, enfin, je continue à les appeler les Redskins. Mais tout le monde. Ouais. En tout cas, la Washington Football Team est meilleure que nous et on les remercie. Tellement chiant de dire Washington Football Team, c'est trop pourri. Bon, oui, c'est vrai, on les remercie. Moi, ça me fait plaisir à chaque fois. Tu sais, je les sens bien ces matchs contre eux. À chaque fois, je me dis qu'il y a moyen de faire quelque chose. C'est fini, hein. C'est fini maintenant. Jusqu'à l'année prochaine, il va falloir qu'on trouve d'autres personnes sur qui taper. Et ça va pas être évident. Il va falloir trouver des victoires ailleurs. Bon, alors si on fait un point rapide, on va pas en parler trop longtemps, mais si on fait un point rapide au moins sur les événements marquants de ce match contre les Buccaneers, qui était en pleine nuit, c'était un Monday Night Football, hein, c'est ça, si je dis pas de bêtises, donc un peu compliqué de regarder. Mais on a regardé évidemment le replay. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur ce match-là ? J'ai été en fait agréablement surpris. Bon, pas du fait qu'on perde, ça à la limite je m'y attendais, mais si vous vous rappelez, lors du dernier podcast, moi je m'attendais de toute façon à qu'on se fasse éclater par les Buccaneers menés par Tom Brady, parce qu'ils jouent très bien cette année, hein, faut reconnaître. Enfin, avant le match d'hier, hein, parce exactement, ils ont pris une branlée contre les Saints. Et en fait, il y a deux choses que j'ai notées. La première, c'est qu'on avait un corps de receveurs, Evan Engram compris, et même les running backs compris, qui ont fait de très belles actions dans le jeu de passe, mais un Daniel Jones qui a probablement eu son pire match de l'année, je pense. Alors j'ai l'impression qu'on le dit à chaque fois, mais non, là vraiment, où il nous a fait 2 interceptions horribles, ou alors qu'il aurait dû garder le ballon. Et la deuxième chose, c'est malgré ça, on a une défense qui nous a maintenu dans le match, hein, puisque jusqu'au milieu du 3e quart-temps, on mène 14-9. Hein, en 3 quarts-temps, on a concédé que 9 points aux Buccaneers. Et les Buccaneers passent devant. On arrive à 25-17 en fin de match. On remonte tout le terrain. Il y a un touchdown de Golden Tate qui a décidé de célébrer en gueulant « Throw me the ball » parce qu'en fait apparemment il en a marre que Daniel Jones l'ignore. D'ailleurs, ce qui lui a d'ailleurs valu de ne pas jouer au dernier match. Exactement. Et en fait il y a eu une conversion à 2 points puisqu'on était donc à 23-25. Et en fait pour moi il y a carrément une offensive pass interference. Surtout qu'en fait, par exemple, Bradbury a été... pass interférence défensive. Une pass interférence défensive. Et surtout, je veux dire, Bradbury a été flagué pour des faits équivalents 2 fois dans le match. Alors la première fois c'est flagrant, la deuxième fois on peut dire, j'ai pas envie de dire que c'est sévère contre Bradbury, mais clairement l'arbitre se dit bah oui, bon allez je le flague aussi. Alors pourquoi est-ce qu'il flague pas cette passe défensive? Alors elle est flaguée, c'est ça le plus beau, c'est qu'elle est flaguée. Mais il y a discussion des arbitres, finalement ils reprennent le flag et ils annulent la pénalité. Alors qu'un arbitre a jeté son mouchoir. Donc, est-ce qu'on a eu une explication ? Parce que moi je l'ai pas vu. Non, j'ai pas eu non plus. C'est après discussion, on décide d'annuler le truc, je crois, hein, mais j'ai pas eu spécialement plus d'explications de ça. Donc on le dit encore une fois, mais on n'est vraiment pas verni sur l'arbitrage. Donc il faut faire avec, hein, malheureusement, c'est ça. Mais j'ai un peu l'impression que c'est le lot des équipes un peu moins fortes qui vont avoir tendance à être un peu défavorisées, peut-être, je sais pas. En tout cas, là, honnêtement, à chaque fois que je dis ça, je me demande est-ce que je suis vraiment objectif en disant que c'est ça ? Est-ce que les autres équipes se disent pas pareil quand elles jouent contre nous ? J'en sais rien, mais là, c'était quand même, ça paraissait quand même assez évident que le défenseur était arrivé au contact avant le ballon.
malgré tout, il y avait moyen de faire mieux puisque Daniel Jones aurait dû lancer cette passe plus rapidement. Donc en termes de statistiques, tu dis que c'était son pire match. Ça ne l'est pas en termes de rating. Il est à 74,8 sur ce match-là. Non, c'est pas en termes de statistiques, mais ce sont ces 2 interceptions qui sont horribles. Ouais. Et surtout la deuxième, alors qu'on est en train de mener. Enfin d'ailleurs, la première aussi, on est en train de mener. Mais je pense que la première est moins grave parce qu'on concède que 3 points. Mais la deuxième, c'est ce qui a permis à Brady et compagnie de repasser devant, quoi. Donc, ces interceptions sont vraiment... c'est des interceptions très moches sur ce match-là. Là, vraiment, il a eu... Moi, je trouve qu'il a vraiment eu des hauts et des bas sur ce match parce que la dernière passe de touchdown qu'il met à Golden Tate, elle est magnifique. Elle passe juste au-dessus du défenseur, pile dans la zone pour Golden Tate, qui la rattrape, qui fait d'ailleurs une super réception. Voilà, il y a eu des belles passes et il y a eu des passes très 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 moches et il envoie des trucs vraiment horribles où d'ailleurs on se demande ce qu'il vise, l'interception sur Sterling Shepard, alors qu'à gauche il y a comment il s'appelle, merde, putain, je bug sur le nom des receveurs. Golden Tate. Non, c'est Darius Slayton qui part tout seul, qui fait un double move et qui met son DB complètement dans le vent, mais Daniel Jones ne le voit pas et il force une passe sur la droite. Je sais pas ce qu'il voulait, je pense qu'il voulait mettre au-dessus du défenseur, mais clairement c'est le genre de passe que tu aurais dû lancer dans les pieds. Alors là, pour le coup, au dernier match contre les Redskins, je l'ai pas vu forcer de passe comme ça. Il a été beaucoup plus inspiré et quand le jeu était pas là, il a essayé de lancer dans une situation extrême, si tu veux, dans le sens où si tu vois que tu as un défenseur qui est trop près de ton receveur, tu la lances dans une zone qui est très difficile à rattraper pour ton receveur, mais impossible pour le défenseur. Tu vois ce que je veux dire ? C'est que si quelqu'un la rattrape, c'est ton receveur ou rien. Donc ça, il l'a fait plusieurs fois. Lancer des balles quasiment dans les pieds, mais c'était volontaire car le défenseur était vraiment tout proche. En tout cas, voilà, ce flag qui est lancé, qui finalement est récupéré et pas de two-point conversion alors que ça nous aurait ramené à égalité. Ça ne veut pas dire qu'on aurait gagné le match, mais en tout cas on serait revenu, donc on échoue encore de très peu et on perd de 2 points contre ces Buccaneers. Tu disais que c'était encourageant, moi j'ai trouvé ça aussi encourageant et en fait la défaite, la tôle qu'ils ont pris hier me fait relativiser un tout petit peu ce match contre eux. Je me dis que peut-être qu'ils étaient finalement pas si fort que ça, j'en sais rien. Peut-être que c'est aussi qu'un passage hier, j'en sais rien. Non, mais je pense que c'est quand même une bonne équipe. Ils ont pas accumulé des victoires que contre des manchots jusqu'à présent, mais clairement les Buccaneers sont dans une mauvaise phase en ce moment. Et la semaine dernière, il y avait carrément la place de les battre. En effet, on n'est pas sûr de ce qui aurait pu se passer en prolongation parce que sur la fin de match, Brady était largement en train de nous dominer alors qu'on avait un Daniel Jones plutôt fébrile, donc ça se trouve on n'aurait fait que repousser l'inévitable, mais on aurait bien voulu voir ce match aller en prolongation. Ah ouais, c'est sûr. Et on perd de 2 points, on perd de 1 point juste avant contre les Eagles, on gagne de 1 point contre Washington juste avant, on perd de 3 points contre les Cowboys juste avant. C'est quand même... c'est chaud, quoi. Il n'y a pas beaucoup de défaites qui se font de plus de 10 points. Derrière les Rams, on perd 8 points, c'est déjà plus, mais ça se joue, beaucoup de matchs qui se jouent à 2-3 points près. Hier, on gagne d'ailleurs que seulement de 3 points. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux rajouter sur ce match ? Donc pour moi, le fait marquant, c'est vraiment Daniel Jones qui a été vraiment sous le feu des critiques après ce match-là, où tu as beaucoup qui demandent déjà de le voir partir. C'est là où moi j'ai tweeté qu'il fallait laisser plus de temps à un quarterback pour se développer. Et j'attends pour le coup beaucoup mieux de sa part sur cette deuxième partie de saison. Donc ça, c'est ce que j'avais annoncé. Et je pense que là, maintenant, ça y est, l'équipe a joué 8 matchs. Il y a le playbook qui est connu, l'équipe est coachée plus que correctement, je pense. Il y a moyen d'avoir des victoires et notamment, je pense qu'on pourrait éventuellement prétendre à une victoire la semaine prochaine contre les Eagles. Ouais, c'est alors je pense qu'en effet il est prématuré de dire qu'il faut se débarrasser de Jones et puis je l'avais déjà dit sur Twitter il y a quelques semaines, si on était en position de prendre le fameux Trevor Lawrence qui apparemment est le prospect attendu depuis une décennie, si j'ai bien compris on n'a jamais eu meilleur prospect depuis Andrew Luck. Ouais, mais en fait, si on prend Trevor Lawrence pour remplacer Daniel Jones, le même problème sera toujours là, c'est-à-dire qu'on n'a pas de ligne offensive et Trevor Lawrence, aussi bon soit-il, sera confronté au même problème que Jones. Jones, si par contre en effet l'année prochaine il continue à faire les mêmes erreurs, à perdre des ballons qu'il ne devrait pas perdre, bah oui, au bout d'un moment ça deviendra difficile de dire qu'il faut patienter. Je pense qu'il faut attendre au moins 3 ans, et si au bout de ces 3 ans il n'y a toujours pas de progression,
on passera à autre chose. Ouais, renforçons-nous au poste qui en ont vraiment besoin. C'est vrai que moi je pense qu'il nous a coûté le match contre les Buccaneers, mais c'est pas le cas forcément sur les autres matchs. Ça n'a pas été de sa faute. Le ballon relâché D'ailleurs, par Evan Engram contre les Eagles, ce genre de choses, c'est pas de la faute de... ça me fait justement penser à notre ami Victor, fan des Eagles. Je pense que tu as vu le petit DM qu'il nous a envoyé Oui, mais j'ai pas hier soir. compris. Bah, en fait, justement, il mettait en exergue le fait que Jones est invaincu contre les Redskins, Ah oui, oui. 4-0, mais a une victoire et 16 défaites contre le reste de la ligue. D'accord. Ok. Alors, oui, Jones est invaincu contre les Redskins et a bien perdu 16 fois contre le reste de la ligue, mais Jones ne joue pas tout seul. Toutes nos défaites ne sont pas liées à Jones, et d'ailleurs, ça nous permet de faire la transition vers le match des Redskins. Toutes nos victoires contre les Redskins, enfin contre la Washington Football Team. Ça fait 5 fois que tu dis Redskins, je te Je relance sais pas bien. à chaque fois. Non mais voilà, ouais, les vieilles habitudes, comment est-ce qu'on dit? All On la habits vit. die hard, quelque chose comme ça. On la vit Bon, dur. bref. Mais toutes les victoires contre Washington ne sont pas non plus uniquement grâce à Jones. Et moi je trouve que cette victoire contre Washington, elle n'est pas entièrement due à Jones. On a quand même d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte, quoi. Bien sûr. Et ok, donc voilà, pour les Buccaneers, on va pas aller plus loin. On va effectivement se focus sur ce match d'hier. Donc, victoire 23-20. Et tout de suite, on peut parler, puisqu'on était dessus, sur Daniel Jones, hein, qui fait, statistiquement parlant en tout cas, son meilleur match. C'est notamment dû au fait qu'il ne fait pas de turnover, donc ça joue beaucoup, il n'y a pas d'interception. 2 fumbles quand même. Hein. 2 fumbles qui ne sont pas perdus. Alors il est en fin de course sur l'extérieur et il se relâche un peu. Effectivement, quelqu'un arrive et tape dans le ballon. Il était quasiment en touche, ça c'est pas très grave. Par contre, effectivement, sur d'autres actions, il relâche la balle et il arrive à le recouvrir. Donc bon. Mais sur l'action la plus importante en toute fin de match là, où un mec arrive dans le dos et le découpe complètement, il lui arrache la colonne vertébrale en deux. Il tient la balle avec 2 ongles et je sais pas comment il fait, mais il la relâche pas. Donc bon, tant mieux. C'était là, je pense que c'était le moment le plus important. En tout cas, il fait un rating de 94-2. Il fait 23 passes complétées sur 34, 212 yards. C'est pas énorme, mais par contre, si je dis pas de bêtises, je crois que cette équipe de Washington a la meilleure défense contre la passe de la NFL cette année. Si je dis pas de bêtises. Et ils sont à 180, j'ai vu hier, ils l'ont passé la stat pendant le match, 192 ou 195 yards, bon ça a peut-être un peu augmenté avec hier, mais environ 190 yards encaissés à la passe. Donc voilà, ça reste des performances qui sont, qui moi je trouve est très correct. Un rating de 94, 1 TD, 0 interception, 212 yards. Ça me paraît honnête. Et d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai vu aussi un classement des équipes qui font le plus de sacs ou qui ont les meilleures lignes défensives, je sais plus, mais en gros, on a joué beaucoup de grosses défenses cette année. Donc voilà, c'est pas pour nous trouver des excuses, mais voilà. Ouais, Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur... qu'est-ce que tu penses, toi, de la performance de Jones hier ? Il a été quand même énormément sous pression. Hein. Au total, il a été saqué 4 fois. Il a eu aussi plusieurs QB hits. Il n'a pas perdu le ballon, hein, malgré ses fumbles, il n'a pas fait d'interception. Je pense qu'au niveau de ses choix de passe, comme tu disais tout à l'heure, il a fait beaucoup plus attention. On l'a vu de temps en temps se débarrasser du ballon, soit derrière la zone, soit ailleurs, pour éviter un turnover, parce que manifestement, je pense que il a dû bosser sur ça pendant la semaine, et on se dit heureusement, on aimerait que ce soit comme ça toutes les semaines maintenant. Après, pour moi, c'était pas le facteur X de ce match. Il a été quand même pas mal aidé par le jeu de course. On a eu excellent jeu de course. Ouais, exactement. On a eu un Alfred Morris qui avait fait un premier match contre les Buccaneers qui n'était pas génial, qui là en fait m'a fait un peu ravaler les mauvaises choses que j'avais à dire sur lui la semaine dernière. Et surtout, on a comment il s'appelle, notre fameux Wayne Gallman qui nous fait 14 courses, 68 yards et un TD. Donc voilà, c'est le plus facile de sa carrière d'ailleurs. Voilà, oui, en fait, il est rentré comme dans du beurre. Comme dans du beurre. Et on a vu, il y avait notamment un doublé. Enfin, on voit
Shane Lemieux et Nick Gates qui sont en train de bouger le DT complètement pour ouvrir la Double brèche. team, ouais. Ah ouais, et là je me suis dit, ça fait du bien de voir nos rookies se mettre un peu en valeur comme ça, donc c'était cool. Donc voilà, donc en fait, Jones a fait le boulot en ne perdant pas le ballon. Après, j'ai pas eu l'impression que, enfin tu vois, en fin de match, la football team était en train de vraiment remonter. Notre défense était pas non plus géniale, mais je trouvais en deuxième mi-temps, hein, globalement, il y a vraiment eu 2 temps dans cette période. La première mi-temps qu'on a dominé de A à Z, et deuxième mi-temps, on a été dominé de bout en bout. Donc ça a été vraiment un match en 2 temps assez bizarre, je trouve. Ouais, et puis surtout, en fait, s'il n'y avait pas eu les turnovers, les 2 turnovers en fin de match, c'était pas Jones qui allait nous remporter le match, hein. Donc Non. on a eu, attends, si je regarde bien, les 2 dernières possessions de Jones en dehors de celle où en fait il a fait le kneel down, ça se termine par un punt. Les 3 dernières d'ailleurs. Ouais, bien sûr. Mais on a eu beaucoup plus de mal. Donc on a vraiment dominé. Alors l'attaque était dans des bonnes positions puisque la défense a provoqué 5 turnovers dans le match, c'est énorme. Et les special teams aussi, pas que la défense d'ailleurs. Donc on a été en bonne position, on a marqué sur ce touchdown de Gallman c'est après un fumble sur punt. Donc on est à 15 yards de la end zone et effectivement on marque. Mais en deuxième mi-temps, et j'ai l'impression que c'est un peu récurrent ça. On a du mal en deuxième mi-temps en attaque et ça m'inquiète un tout petit peu. Je sais pas si c'est un manque d'adaptation ou je sais pas ce qui se passe. Mais là, clairement, on a le jeu de course qui a été vraiment ultra présent en première mi-temps. Et ça, j'adore, puisque quand on réussit à la course, eh bien, on lâche pas. Et Garrett continue les courses tant que ça passe. Il les envoie, il n'y a pas de raison de s'arrêter. Et si tu gagnes 7-8 yards, parfois 12-15 sur des courses, je vois pas pourquoi tu t'arrêterais alors que c'est le moyen le plus safe de progresser et t'avances quand même. Donc pourquoi tu ferais des passes? Il n'y a pas aucune raison. D'ailleurs, au final, on a 60, tu l'as dit, 68 yards pour Gallman, 67 pour Morris, 18 en une course pour Shepard. Voilà, on gagne 130, 140 yards sur ce match à la course, donc c'est quand même vachement intéressant. Mais cette deuxième mi-temps qui m'a un petit peu inquiété et qui nous a tenu en haleine jusqu'au bout avec beaucoup de problèmes. Alors tu parlais des problèmes de la défense en deuxième mi-temps qui a eu plus de mal et je sais pas pourquoi, je l'explique pas, mais j'ai l'impression, et ça c'est un truc que je comprends pas trop en NFL en général, quand tu mènes, tu vas avoir tendance à jouer avec un coussin de sécurité, mais qui parfois, moi je trouve beaucoup trop important. Et c'est exactement ce qui s'est passé là, c'est qu'on a laissé tomber la manne, alors qu'en manne, c'est là où on a fait nos meilleures actions, notamment avec Jabril Peppers sur le tight end Thomas qui a fait des très belles actions. Donc on est passé en zone et on s'est fait complètement découper par Alex Smith qui a trouvé toutes les failles dans cette défense de zone. Et on se prend un TD de McLaurin de 75 yards, enfin c'est des réceptions de Mims de 30-40 yards qui m'ont mis hors de moi, ça m'énerve ça complètement. Et les plaquages ratés derrière, tu joues de la zone, ok, si la balle est captée, il faut plaquer derrière. Et ce que je te disais hier par texto pendant le match, c'est que pour moi ça a mis en exergue encore un problème, c'est que on a un gros problème de cornerback, pas de safety forcément, mais surtout de cornerback 2. Et Yadom, pour moi c'est difficile, il a du mal et si on doit recruter en fin de saison, il nous faudrait un CB2 de manière assez importante. Ouais, clairement, c'était un mauvais match pour Yedam. Hier, il était à la rue. On fait comme on peut avec ce qu'on a. J'ai noté aussi qu'on avait un manque de pression du front 7. On a quand même eu quelques sacs, hein, puisqu'il faut noter notamment, on a eu Leonard Williams qui a décroché son 5e sac de la saison. Ce qui doit faire Qu'est-ce qu'il est chaud en ce moment. Ouais, mais ça doit faire plaisir. Je pense qu'il a les crocs, hein. Il veut tout simplement son contrat et ça doit bien faire plaisir à Dave Gettleman qui en a pris plein la gueule pour l'avoir tradé, qui clair. En fait se dit finalement j'ai eu raison, mais maintenant à chaque nouveau sac, à chaque nouvelle bonne action de Leonard Williams, c'est aussi les zéros qu'il va falloir aligner sur le chèque si on veut le garder l'année prochaine. Et puis on a eu aussi un sac partagé de Yedom et de Tomlinson. Tomlinson d'ailleurs qui a failli être tradé. Enfin, pas failli être tradé, c'est-à-dire qu'apparemment, alors je sais plus quelle équipe, mais il y a Dave Gettleman aura reçu des propositions de trade pour Tomlinson. C'est pas les Packers? Si, c'est ça, c'est les Packers. J'allais dire les Vikings, mais ce sont bien les Packers. Et Gettleman a eu le bon goût de ne pas échanger ce joueur qui en fait est un capitaine défensif.
Ouais, et après, on a vraiment une très bonne defensive line, hein. Leonard Williams, Dexter Lawrence, c'est du lourd avec Tomlinson, et c'est vraiment, ça fait vraiment le boulot. D'ailleurs, Washington, je vais regarder leurs stats, mais en course, ils sont à 37 yards. 20-37 yards. Ouais, tu vois, voilà, on les Oui, a limités à 37 yards. En course, on était bien. Après, c'est aussi puisqu'on a vu qu'en première mi-temps, on a fait beaucoup, ils n'avaient pas le loisir de courir parce qu'il fallait qu'ils remontent beaucoup de points en deuxième mi-temps. Donc on avait 17 points d'avance. C'est ça, un 17 à la fin Tout à fait. à la mi-temps. Première fois depuis 2015. Ouais, Tu te rends compte on a quand même failli perdre, hein, au final. Donc bon, c'était pas si large que ça, mais bon. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce match d'autre Bah, en fait, je pense que ce match, c'est pas tellement une victoire des Giants, c'est vraiment plutôt une défaite des Redskins qui, encore une fois, je vais pas y arriver hein, ce soir, donc. Mais bon, les Redskins, ils s'appelleront les Redskins ce soir. Voilà, Allez, c'est pas grave. c'est une défaite de Washington qui a quand même fait 5 turnovers, quoi. Ils ont perdu 5 fois le ballon, et puis on sait très bien que quand tu perds autant le ballon que tu le donnes à ton adversaire, bah, tu t'exposes à une défaite. Alors il y a quelque chose aussi dont on n'a pas parlé, mais pour la deuxième fois cette saison, on a un défenseur des Giants qui retourne le pied d'un quarterback. C'est vrai, on est les seuls. C'est grosse dingue. Statistique, hein. Et en fait, le truc, c'est. Alors, parlons-en un peu de cette action. Ouais, je voulais en parler. On est sur. Kyle Allen commence le match. Il a quand même lancé le ballon 7 fois. Et à un moment, il y a un blitz de Jabril Peppers qui se fait bloquer, enfin, qui se fait. Qui prend une espèce de cut block, le mec rentre dans ses jambes et il le fait trébucher. En fait, voilà. Ça, c'est un bloc classique. Ouais. Exactement. Et donc, en fait, du coup, Peppers, il est en train de tomber, il a son dos littéralement à Kyle Allen et il emporte la jambe de Kyle, il fait trébucher Kyle Allen et il emporte sa jambe et il se prend un flag. Alors on va revenir sur le flag dans 2 secondes, mais c'est surtout qu'en fait Kyle Allen, il a regardé son pied et il avait son pied dans le même état que Dak Prescott il y a quelques semaines. Ouais, mais moi je comprends pas comment tu te roules pas par terre quand t'as une blessure comme ça. Ça fait pas mal ou quoi? Les mecs, on dirait qu'ils sont paisibles. Tu sais. Ils ont leurs jambes retournées puis ils sont tranquilles. Mais je pense qu'en fait t'es tellement sous le choc que tu dois pas te rendre compte tout de suite. Mais après on le voyait, Kyle Allen, il était allongé par terre, il était vraiment pas bien. Hein. Ah ouais, parce que justement quand je l'ai vu sortir moi en fait, sur le coup en lui-même, je me dis c'est normal, t'as l'adrénaline, je pense ton corps te dit, te fais pas paniquer parce que de toute façon, ça sert à rien de se rouler par terre ni rien, mais il devait se passer un truc dans ce genre-là. Par contre, au moment où il est sorti par le petit chariot, là, tu sais, la petite tondeuse, là, je sais pas, il est tranquille, il fait salut à tout le monde, genre c'est un petit défilé, et je sais pas, j'imagine que si ça m'arrive, je suis en train de me rouler par terre. Mais on lui a peut-être mis, j'ai aucune idée, mais ça se trouve un petit shot de morphine en mode, allez voilà, ça va te calmer le truc. Non mais ouais, mais enfin bon, médicalement c'est quelque chose que moi j'ai eu de la morphine pour d'autres raisons médicales, ça fait un effet assez rapidement. Hein, donc, j'ai jamais eu, j'aimerais bien essayer, ça doit être marrant. Ah bah en fait ça te fait disparaître la douleur là, t'es en mode je vais pas me blesser volontairement juste pour ça, mais bon, en tout cas, bref, voilà, donc blessure complètement involontaire. D'ailleurs, Rivera le dit à la fin de match, il dit non, il a pas fait exprès. Et on revient de la pause parce qu'il y a une break pub pendant ce temps-là pour qu'on regarde des vidéos de burgers et de voitures. Et quand on revient, eh bien, pénalité, first down pour les Washington. Alors que, au final, ils étaient censés être en 3ème et je sais pas, 25 yards peut-être. Enfin, le sac leur avait fait perdre beaucoup de terrain. Donc je sais pas, il y a eu des infos sur ça. En fait, c'est unnecessary roughness ou violence. Alors attends, je regarde rapidement, mais à mon avis, ça doit être ça. Mais pareil, comment est-ce que ils sont débiles ces arbitres, sérieux. Comment tu peux dire ça, quoi? C'est pas parce que le mec a une jambe cassée que t'as fait exprès ou qu'il y a faute, quoi. Ouais, non, mais en fait, enfin voilà, on le disait tout à l'heure, on est maudit avec les arbitres. Ouais, c'est ça. Kyle Allen sacked by Jabril Peppers for no gain, penalty on Peppers, roughing the passer. Ah, c'est roughing the passer, ok. Bon, bah voilà, donc je vois pas ce qu'il aurait pu faire de plus, mais en tout cas, derrière les Washington qui met 3 points, donc on a quand même réussi à tenir, je crois, il me semble, hein, sur ce drive-là, mais ils mettent quand même 3 points, alors qu'on aurait peut-être dû récupérer le ballon. Bref. Voilà, donc un fait de jeu encore contre nous. Bon, après, c'est Kyle Allen qui sort, ça fait jamais plaisir. Mais puis surtout qu'Alex Mix fait finalement un gros match. Hein, malgré ses 3 interceptions, qui sont finalement 2 en fin de match où il est obligé de pousser un peu, et 1 en fin de première mi-temps où pareil, il est obligé de forcer un peu. Bah, à part ça, je le trouvais plutôt bon, en fait. Il était assez en jambes. Hein.
Bah oui, il nous a En fait. jambes, c'est le cas. J'ai pas Il était en tilté, mais jambes. ouais, en effet, c'est pas mal. Mais et surtout en plus, transition Kyle Allen, Alex Smith, hein, parce qu'on le rappelle, Oh là Alex là, Smith, l'équipe. il y a quelques années, a eu une blessure vraiment horrible. Et moi d'ailleurs, j'ai toujours pas vu la vidéo et je ne veux pas la voir. À tel point qu'il a failli perdre sa jambe et même la vie à cause d'une infection. Donc, comme quoi, ça peut être très très grave. Donc, pour Alex Smith, revenir sur un terrain de NFL, c'est quand même assez exceptionnel. Il a fait un bon match, faut le reconnaître, hormis ses interceptions. Bah, il met 325 yards à la passe, alors qu'il a joué même pas tout le match, t'imagines donc, De toute façon, Rivera a décidé que Dwayne Haskins ne valait rien, donc pour moi ça va être, Ouais, c'est fou, va ça. être Alex Smith qui va faire la fin de saison chez les Redskins. Mais alors Chez ça, les- juste pour l'expliquer rapidement, en gros, ce qui peut se passer, c'est qu'en fait, généralement quand une équipe choisit un quarterback, c'est pas juste le GM tout seul, le general manager ou le coach tout seul qui décide, c'est souvent un consensus entre les deux, ils discutent et ils trouvent leur meilleur quarterback. Ce qui est arrivé chez les Redskins, c'est que, clairement, hein, c'est ce que tu disais, c'est le quarterback ne lui plaît pas. En tout cas, il a essayé de le faire jouer, ce qu'il a vu lui a pas plu, malgré le fait que je ne l'ai pas trouvé si mauvais que ça, moi, en début de saison, Dwayne Haskins, mais clairement, le faire passer QB3 direct, il n'en veut plus, ça c'est sûr. Il va falloir qu'il trouve une nouvelle équipe à la fin de la saison, et il y a peut-être de la place ailleurs, hein, on ne sait pas, mais les New voilà. York donc, Giants. New York Giants. Non. Il est fan des Giants, hein, Haskins, mais bon. Ouais. Mais ce serait drôle. Enfin, ce serait drôle d'ailleurs. En fait, c'est que au bout d'un moment, il se retrouve chez nous et qu'on soit débarrassé de Jones. En fait, ça voudrait dire vraiment à quel point Gettleman s'est planté. Enfin bon, on n'espère pas qu'on Non, en on arrivera sent là. pas ce genre de scénario-là. Non. Ouais. En tout cas, pour revenir à cette fameuse blessure, tout ce que j'ai envie de dire, c'est Carson Wentz, fais attention à toi. On dit jamais 203. Hein. Non, Après, en plus, il est en carton, Carson Wentz, non, alors mais on sait jamais. il est en Carson Wentz. C'est la semaine prochaine qu'on les joue, les Eagles. Ouais. Mais T'as Ok. pas rigolé à ma mauvaise blague. T'as dit quoi? Il est en Carton Wentz. Ah. Voilà, je Ah, voulais c'est bien. insister dessus. Non, elle est bien. J'avais pas entendu, j'étais en train de parler en même temps. Elle est très bien, je la note. Non, mais alors, blague à part, en tout cas, on ne souhaite absolument pas ce genre de blessure à Carson Wentz Non, et bien encore sûr. moins à d'autres QB parce que c'est Non, vraiment c'est dur, méchant, puis ça peut mettre fin à une carrière en plus, donc c'est compliqué. Juste, si je dois insister sur un point, moi je dirais que cette équipe, elle est vraiment bien coachée, on l'a encore vu sur ce match. Les special teams sont quasi parfaites chez nous, je vois pas de faiblesse dans nos special teams. Et j'adore ces moments où on essaye d'embrouiller un peu l'équipe adverse. À un moment, je sais pas si t'as vu, mais on est en quatrième et je sais pas, 3 ou 4. L'équipe reste sur le terrain et d'un coup tout le monde sort et d'un coup toute l'équipe d'attaque sort et toute l'équipe de special teams rentre. Et tu sentais qu'ils ont essayé de feinter Washington, ça n'a pas marché, Washington a bien réagi. Ouais, ils ont voulu refaire le coup qu'ils avaient fait contre Exactement. les Eagles où en fait, En faisant sortir des joueurs et le mec en fait était resté là sur le terrain de manière un peu cachée, mais ça n'a pas mordu et Washington a été aussi bien réactif sur ce coup-là. Mais j'aime beaucoup ce que je vois de la part de Joe Judge et c'est vraiment, je le vois pas faire d'erreur Joe Judge depuis le début de la saison. Tu te rappelles, je sais pas si tu te souviens, mais l'an dernier, il y avait parfois des mouchoirs lancés par le head coach, j'ai déjà oublié comment il s'appelait. Pat Shurmur. Pat Shurmur, qui était bizarre. On disait mais pourquoi tu fais ça? On sait très bien que tu vas pas le gagner. Il a gagné aucun de ses challenges, etc. Je vois pas d'erreur sur la gestion globale du match de la part de Joe Judge. Et d'ailleurs, un truc que j'ai vraiment adoré à un moment, c'est la défense. Se fait vraiment bouffer depuis le début de la deuxième mi-temps et les Redskins reviennent à je sais plus combien de points, mais ça commence à devenir tendu. Et ce que fait Joe Judge, c'est qu'il prend l'équipe de défense et il leur parle, tu vois. Et je sais pas ce qu'il leur dit, il leur sûrement de se ressaisir, un truc peut-être bateau, j'en sais rien. Mais ça, j'ai jamais vu Shurmur faire ça. À aucun moment, j'ai vu Shurmur faire ce genre de discours-là. Mais alors, c'était justement ce qu'on reprochait à Shurmur, c'est que Shurmur était un coordinateur offensif dans un rôle de head coach. Donc il se concentrait d'abord sur l'attaque avant de se concentrer sur l'équipe. Alors que Judge arrive avec une approche totalement différente qui est, lui en fait il avait déjà l'habitude en tant que special team coach de jouer avec différentes positions et de jouer avec toute l'équipe. Donc il a cette vision globale de l'équipe et donc ça lui permet notamment de se concentrer sur la gestion du match en tant que tel et aussi quand il a besoin de prendre une escouade pas entre 4 yeux parce qu'il y en a plus entre 24 yeux, voilà, puisqu'ils sont 11. Petit calcul fait à la va-vite. Oui, et qui est pas bon d'ailleurs, parce que du coup 11 x 2 ça fait pas 24, mais ok. Non, en fait 11 x 2 ça fait 22, plus les deux yeux de Judge ça fait 24. Ah, d'accord, ok.
En même temps, moi j'ai copié-collé une stat qu'on m'avait filée où 13 plus. Je sais pas si t'as vu. Mais, Ah oui, c'était tout le monde 13 a plus repris sur le 15 truc. égale 21. Je sais pas, c'était n'importe quoi. C'est pas moi qui l'avais fait, mais j'aurais pu quand même vérifier. Bref, vas-y, je te laisse. Mais ouais, en tout cas, je te rejoins tout à fait. Enfin, on le voit depuis le début de saison que Judge est vraiment le bon choix en tant que head coach. Et ça me fait d'ailleurs penser aux Dolphins parce que je suis pas du tout les Dolphins cette saison, mais j'ai regardé Ils là sont leur. chauds. Hein. Ouais, ils sont à 4 victoires pour 3 défaites alors qu'ils puaient du cul l'année dernière. Donc Ouais. tu vois, Ils quelque sont part. pas ah non, mais attends, ils sont pas à 5 maintenant depuis leur victoire d'hier même. Bah oui, Je crois si, ils sont à 5. Mais voilà, mais justement, en fait, en voyant ça, je me suis dit, bah c'est peut-être possible pour nous aussi. On a des problèmes, on les identifie, il faut qu'on les règle, mais en tout cas, au niveau du coach, on a quelqu'un qui sait gérer tout ça et qui sait faire avancer son équipe. Et manifestement, les joueurs sont derrière lui. D'ailleurs, on peut d'ailleurs parler un peu de la décision de Jones de carrément ne pas faire venir Golden Tate à Washington. Est-ce que tu trouves que c'est un peu Judge qui a sévère? choisi. Je pense pas que ce soit Daniel Jones qui est décidé. Non, Ça. pardon, oui, je voulais dire Judge. Oui, je voulais dire Judge, j'ai dit Jones en effet. Ouais, mais tu trouves pas que c'est un peu sévère? Non, moi je pense que c'est le genre de comportement qui peut te faire changer un vestiaire à partir du moment où en gros tu critiques un peu ton QB, le coaching staff, je sais pas qui tu critiques, mais potentiellement tout le monde en même temps. Et Judge lui dit c'est pas comme ça que ça se passera ici, donc il l'a pas exclu de l'équipe définitivement. T'as fait une connerie, je vais te montrer qu'il faut pas faire ça, donc tu restes sur le banc. Moi je l'ai vécu en France, des trucs comme ça, où t'as des mecs qui étaient mis sur le banc pendant un match. Tu faisais le déplacement, je sais pas où, dans une banlieue paumée à Tours, tu tapais 3 heures de bus pour aller jouer sur un terrain pourri en boue et tu rentrais même pas parce que t'avais fait une connerie avant, on t'avait dit que t'allais pas jouer. Bah tu comprends en fait, ça te fait apprendre des leçons. Alors ce qui est compliqué, c'est que c'est un peu un briscard. Golden Tate, et ça c'est un peu plus compliqué avec lui, mais j'espère qu'il reviendra dans des dispositions un peu meilleures. Et tu vois, je sais pas si tu as écouté l'interview de Joe Judge où il parle d'Austin Mack à la fin du match. Mack qui fait un très gros match, et Judge vraiment qui dit c'est un super joueur, il a vraiment fait que de progresser depuis qu'il est là, il est le dernier parti à l'entraînement, il bosse, et super souriant machin. J'ai l'impression que c'est un peu destiné à Golden Tate pour lui montrer, tu vois, t'as des jeunes qui sont là, le mec arrive, il fait un gros match, donc on n'a pas besoin de toi pour gagner, donc si tu as envie de jouer, mon vieux, il va falloir un peu te ressaisir et arrêter de faire le mec qui est le champion du monde et à qui il faut lancer le ballon tout le temps. Donc on te lance le ballon quand il faut te lancer le ballon, et sinon tu la fermes et tu joues du mieux que tu peux et tu essayes de faire ce que tu peux pour l'équipe. Ouais, non, alors je pense que clairement Golden Tate, et on l'avait déjà dit avant, jusqu'à présent n'a pas justifié son contrat et est très mal placé pour aller gueuler throw me the ball pour justement pour critiquer Jones et peut-être plus globalement le schéma offensif. Je crois que aussi ce qui n'a pas aidé, c'était que apparemment sa femme sur Twitter a fait un truc et puis lui il a liké, puis elle a retiré. Enfin bon, toutes ces histoires de réseaux sociaux ont eu un impact dans la décision. Mais là où je dis c'est peut-être un peu sévère, et pourtant moi je suis plutôt quand même favorable à ces mesures disciplinaires, je me dis en fait, est-ce que Judge aurait pas mieux fait de l'emmener quand même avec l'équipe et je sais pas, le bencher toute la première mi-temps, ou le bencher carrément tout le match, mais de le faire venir. Pour qu'il balance des trucs sur le bord de touche, je sais pas. Bon, en tout cas, c'est ce qu'il a décidé. Je lui fais complètement confiance là-dessus, comme je lui fais confiance sur sa manière de gérer Daniel Jones. Si à un moment il sent que Daniel Jones n'est pas le QB qu'il lui faut pour gagner, je pense qu'il aura pas d'état d'âme et il fera des changements à ce niveau-là. Je m'inquiète pas spécialement. Donc, bon. Nous, on a beau faire ce qu'on veut, à réclamer ci ou ça. De toute façon, on n'a aucune influence sur ce qui se passe là-bas. Et plus ça va, plus j'ai une confiance aveugle en ce que peut dessiner Joe Judge. Sinon, un truc dont je voulais parler qui était plus marrant qu'autre chose, qui influe pas beaucoup, mais est-ce que tu as entendu les audibles de Daniel Jones pendant le match? Ouais, il y avait pas mal d'audibles où il disait Eli. C'est ça. Ça m'a fait marrer. Donc il y a un audible qui est Eli, qui doit vouloir dire quelque chose, et ce qui est marrant, c'est qu'en fait on entend beaucoup mieux en ce moment, cette saison, parce qu'il n'y a pas de public, et donc le moindre audible qu'ils annoncent, on l'entend parfaitement bien, et quand tu entends dire Eli, tu sais pas ce que ça veut dire, mais apparemment ça a marché, parce que derrière ce audible, il y a un beau tracé slant de Mac, et il l'a dit plusieurs fois dans le match d'ailleurs, donc ça m'a fait assez marrer. Ça a fait aussi marrer les commentateurs d'ailleurs quand ils l'ont entendu. Et d'ailleurs Mac, on l'a cité à plusieurs reprises, mais voilà, moi j'ai vraiment
vraiment beaucoup aimé sa prestation. Il nous fait 4 réceptions, 72 yards. C'était un undrafted free agent, donc pour lui ça doit être absolument énorme de faire un match comme ça. Il a eu quasiment un touchdown, mais en fait il avait le genou qui touchait à 1 yard de la ligne, donc ça a été retiré. Un peu dommage, mais c'est la règle. Donc on espère qu'on aura l'occasion de le voir un peu plus souvent parce que bien sûr. on a toujours pas de receveur numéro 1 ultra dominant, mais mine de rien, quand on a Shepard, Slayton, Tate quand il fait pas la gueule, c'est déjà un bon trio, mais c'est bien aussi de se dire qu'il y a des petits gars comme Mac derrière qui sont capables de faire des plays. Et ce qui est le plus important, je trouve, c'est qu'il a 4 réceptions sur 5 passes tentées dans sa direction. Donc ça c'est vraiment cool. Et les fois où c'était catchable, j'ai l'impression qu'il les a catchés et pas forcément des catchs toujours faciles. Contrairement à un certain Evan Engram. Il y a 2 choses que je voulais dire, mais avant, parce je pense qu'on va finir sur Evan Engram pour avoir une note négative sur la fin. Mais on parlait de coaching aussi, c'est un truc que j'ai pensé pendant le match et j'ai failli l'oublier. À un moment, tu as une réception de CJ Board qui fait une espèce de réception en plongeant sur un tracé slant. Le ballon n'est finalement pas capté, il touche le sol, mais ça les arbitres le voient pas, ils veillent la réception. Et qu'est-ce que font les Giants qui sont bien coachés? Ils se précipitent vers la ligne de scrimmage pour engager le jeu suivant, puisque le coach en face ne peut pas demander un challenge si jamais le jeu suivant est engagé. Donc que font les Giants? Ils l'ont déjà fait dans la saison, ça, parce qu'ils voient que la réception peut être litigieuse, ils se dépêchent et ils lancent une course juste derrière ou n'importe quel jeu. En fait, on s'en fout, tout ce qu'on veut c'est obtenir le first down et que que les arbitres ne reviennent pas sur la décision. Donc très très bien joué de leur part, et ça c'est encore une fois un bon coaching. Donc on peut finir sur Evan Engram. Je te laisse parler de ton joueur fétiche. Ouais, en effet, mon joueur fétiche, c'est pour les mauvaises raisons, hein. Pourtant, c'était vraiment un joueur qui m'emballait beaucoup quand on l'a drafté. Mais comme on disait avant de commencer le podcast, il a fait un excellent match contre les Buccaneers. Et en fait, contre les Redskins, encore une fois, il nous a montré qu'il était irrégulier au possible. Alors, pour vous donner ses stats, il a eu 10 targets, donc 10 fois ciblé. Il n'a fait que 5 réceptions pour 48 yards. Alors, il y a un touchdown dans le tas, qui est, il faut le dire, hein, c'est un touchdown plongeant qui est très très beau sur une belle passe de Daniel Jones. Mais cet après-midi, il y a quelque chose qui m'a fait marrer. J'ai vu sur le compte Instagram d'Evan Engram cette photo où il la poste, et donc au début on voit tous ses coéquipiers qui sont en train de le féliciter, et puis si tu regardes un peu les commentaires, c'est des fans qui te font ah, t'as enfin attrapé un ballon, ou alors on aurait dû te trader il y a 2 semaines, t'es tellement irrégulier. Et là je me suis dit c'est la vérité des fans qui en ont marre de son irrégularité. Et encore, je l'ai trouvé pas très agressif. J'ai vu d'autres commentaires sur d'autres choses aussi, où il met sur Twitter, il met genre W pour win, et derrière les gens qui disent mec, franchement, mets-toi à catcher des balles, ça ferait plaisir, machin. Tu vois, ils l'ont pas agressé du genre t'es qu'une grosse merde, dégage de là. Donc bon, c'est moi je trouve que techniquement il est pas bon dans sa technique de réception. En fait, il y a encore cette erreur qui est l'erreur habituelle d'un receveur ou d'un tight end, c'est que sur le ballon, on se fait presque intercepter, où il jongle avec la balle et finalement le ballon est presque intercepté mais touche le sol. En fait, ce qui se passe, c'est que encore une fois, il n'a pas encore assuré la réception, mais il est déjà en train de regarder où il va courir derrière. Donc il lâche la balle, parce qu'en fait il quitte la balle des yeux. Et d'ailleurs, ça c'est arrivé avant la réception de touchdown. Sur la réception de touchdown, si tu regardes, il quitte pas la balle des yeux. Il l'attrape, il la regarde, il la met en sécurité, il la regarde de A à Z. Et ça, c'est ce qu'on demande souvent. Tu vas souvent voir des drills de receveurs comme ça, où le receveur catch la balle, il la regarde jusqu'au bout, il la met en sécurité entre ses doigts, sur son avant-bras et sur son biceps. Et là, il peut regarder où il va. Et donc là, il l'a parfaitement bien fait sur la réception de touchdown. Et il y a encore une autre réception, où pour moi, c'est une réception qui est... Si elle est réussie, ça nous laisse beaucoup plus de place pour gagner ce match, puisque ça nous donne un first down alors qu'on approche pas trop loin de la fin du match et on n'est pas obligé de rendre la balle aux Redskins. Et il est tout seul, la balle est parfaitement lancée, Jones a du temps, le jeu se passe super bien, et il place ses mains dans une position qui est pas du tout bonne pour réceptionner un ballon comme ça, et en plus il saute. Résultat, ça servait à rien, et la balle lui rebondit dessus et il assure pas le catch. Donc ça, c'est des fautes qui sont... quasi impardonnable, ça peut encore nous coûter le match, ce genre de conneries. Donc à force, il va falloir passer à autre chose. On le dit à chaque fois, mais pour moi, il a plus sa place dans l'équipe. Non, là aujourd'hui, je suis même pas favorable à le re-signer pour un contrat minimum. Donnons la chance à quelqu'un d'autre, parce que il y en a marre.
Bah, au bout de 4 ans, c'est fini. Et Ça voilà, sert à rien. et ça nous permet de rejoindre ce qu'on disait sur Daniel Jones. On a donné sa chance à Evan Engram pendant 4 ans. Alors il y avait les blessures qui se sont interposées, etc. Mais bon, là c'est bon, ça fait 4 ans, on passe à autre chose. Et Daniel Jones, bah, on arrivera à ce raisonnement quand au bout de 3-4 ans on se rendra compte qu'il n'y a pas de progression. 3 Et ans, ouais. voilà, et on arrivera à ce raisonnement, même chose pour Andrew Thomas, s'il n'y a pas de progression, mais il faut donner un peu de temps à ces joueurs de se développer en NFL. Andrew Thomas qui a été bon hein, sur ce match-là, avec Matt Peart aussi, qui ont tourné d'ailleurs, avec Fleming aussi. J'aime bien cette gestion, Matt Peart à gauche, à droite, Andrew Thomas à gauche principalement, mais qui ont bien joué. Et les rookies qui ont fait la diff, et on l'a pas précisé tout à l'heure, mais si le jeu de course a aussi bien marché, c'est grâce à la O-line. Hein. Un running back peut pas faire des miracles tout seul. Donc cette O-line, tu disais tout à l'heure qu'on n'a pas de O-line, moi j'ai l'impression qu'on n'en avait pas, mais qu'on commence à en avoir une. Ouais. Et ça, c'est plutôt encourageant. Le mieux aussi, qui fait des choses sympas. Donc, Gates, que je trouve de mieux en mieux. Non, il y a des choses à faire avec cette O-line. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, puisqu'on est déjà à pas mal de temps sur ce podcast? Bah écoute, oui, non, je pense qu'on a fait le tour. Là, on a quand même parlé de pas mal de choses. Là, on peut rapidement évoquer notre match retour contre les Eagles. Tu disais que pour toi, il y a moyen de décrocher la victoire. J'aurais tendance à être d'accord avec toi puisqu'on n'est pas passé loin la première fois. Ouais. Après, ils avaient beaucoup plus de blessés que maintenant. Je sais pas. Là, ils sont en bye week, non? Ils ont joué là? Non, ils ont pas joué. Je saurais pas te dire. Non, je crois qu'ils étaient en bye week. Et d'ailleurs, ça fait 2 fois coup sur coup qu'on rencontre des équipes qui sortent de bye week parce que les Washington sortaient de bye week aussi. Là. Donc on a des équipes qui sont censées revenir en forme alors que nous, on n'arrête pas de jouer. Juste le calendrier, c'est quoi? On joue les Eagles et après on est en bye week nous aussi? Exactement, on joue les Eagles, on est en bye week, donc on aura fait pratiquement tous nos matchs de la division, le dernier match de division étant en dernière semaine contre les Cowboys. Et en fait, après la bye week, là ça va être un peu chaud. On a Bengals, Seahawks, Cardinals, Browns, je sais pas, ils sont quand même meilleurs que nous, et puis Ravens, Cowboys. Voilà. C'est chaud. C'est chaud. Mais il est chaud notre calendrier, sans déconner. Ouais. À part Washington, tu vois, on aurait pu rencontrer des équipes, je sais pas, les Jets par exemple. Houston, Jacksonville, tu vois, ce genre d'équipes qui sont prenables, quoi. Ah ouais, bah écoute, je pense que dans notre prochain, enfin dans la suite du calendrier, je vois maximum 2 victoires contre les Browns et les Cowboys. Mais il faut vraiment que les astres s'alignent. Ça ferait 3. Oui, pardon, j'avais déjà oublié les Eagles. Ouais, on a un potentiel pour 3 victoires. Après, ça veut pas dire qu'on sera pas. Ça se trouve, on peut vraiment faire des upsets contre les Bengals, les Seahawks, je dis n'importe quoi. Mais on a réussi à faire trembler les Buccaneers. On n'a pas été ridicule contre les Steelers et les Rams. Non, il y a peut-être quelque chose à faire. Et puis, voilà, comme je disais, en deuxième partie de saison, l'équipe, je pense, sera plus la même que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. En tout cas, j'espère, puisqu'il y a des choses à prouver maintenant. Tout à fait. Bref, voilà. Autre chose? Non, on s'arrête là? C'est tout. On n'a plus qu'à patienter jusqu'à dimanche. Ok, donc merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Thiergo, @Thiergo. Évidemment, on écrit tous Thiergo facilement. On va le redire, THIERGOW. Voilà, ça rentre. Nous sur @NewYorkNYGiantsFR. Également, abonnez-vous si vous le pouvez au YouTube et on vous dit à très bientôt. Merci Thiergo. Ciao. Salut tout le monde.